Bonjour, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation sur la rédaction des notes au dossier. Le but de la présentation est de vous faire connaître une nouvelle méthode de rédaction des notes au dossier qui tient compte de l'évolution de la pratique infirmière des dernières années. La narration est assurée par Jean-François Desbiens, professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, et Nancy Cyr, conseillère cadre aux affaires professionnelles à la direction des soins infirmiers du CIUS de la capitale nationale et professeur de clinique à la FSI, avec la collaboration de Philippe Voyer, Lisa Liberté et Sylvie Ré. La présentation se divise en 4 sections principales. Tout d'abord, une introduction et une mise en contexte permettront de mieux comprendre pourquoi cette nouvelle méthode de rédaction des notes au dossier vous est proposée. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur les principales caractéristiques attendues d'une note au dossier. Ensuite, la nouvelle méthode vous sera présentée et finalement, différents exemples permettront de l'illustrer. Cette présentation vise à atteindre différents objectifs spécifiques. Plus particulièrement, elle vise à exposer les critères de qualité des notes infirmières au dossier, à intégrer la structure et le contenu de l'examen clinique au sein des notes au dossier, ainsi qu'à proposer une structure de rédaction des notes au dossier qui intègre l'examen de clinique, le PTI et le suivi infirmier, autant en situation de soins aigus qu'en situation de suivi ou dans d'autres contextes. Première partie, introduction et mise en contexte. Il faut savoir que les notes au dossier visent avant tout un objectif clinique. Comme le mentionne Brassard dans son volume Apprendre à rédiger des notes au dossier, les notes infirmières permettent de transmettre de l'information clinique concernant l'usager. Elles favorisent la coordination des soins et traitements, à la fois au niveau intra- et interprofessionnel, et elles assurent la continuité des soins entre les différents intervenants. Mais à travers cette transmission d'informations, les notes au dossier témoignent de la pratique infirmière qui évolue elle-même au fil du temps. De plus, les notes au dossier doivent répondre à des aspects légaux et déontologiques qui encadrent la tenue des dossiers de santé. Les modifications apportées à la loi sur les infirmières et infirmiers au début des années 2000 amènent une reconnaissance de l'expertise et accentuent le rôle central de l'infirmière. Notamment, 17 activités réservées ont été déterminées qui aident à délimiter le champ de pratique clinique et légale de l'infirmière. De plus, le PTI a été introduit afin de dresser un profil clinique évolutif des problèmes et des besoins prioritaires de l'usager. Ces modifications ont entraîné une évolution de la pratique infirmière. Notamment, la loi sur les infirmières et infirmiers accorde une place prépondérante à l'évaluation de l'état de santé par l'infirmière et accroît considérablement l'importance de l'examen clinique. Également, elle souligne l'importance du suivi infirmier à travers la planification des soins, la réalisation des soins et traitements et la surveillance clinique. Parmi les 17 activités réservées aux infirmières, certaines font appel plus particulièrement à la réalisation de l'examen clinique, qui inclut l'entrevue et l'examen physique de l'usager. On pense parmi ces activités notamment à l'évaluation de la condition physique et mentale d'une personne symptomatique, à l'exercice de la surveillance clinique pour les personnes dont l'état de santé présente des risques, ainsi qu'au suivi infirmier d'une personne présentant des problèmes de santé complexes. Lorsqu'elle réalise ces activités réservées, l'infirmière doit faire preuve d'un solide jugement clinique. Elle ne peut se limiter à simplement recueillir des données. Elle doit être en mesure de les analyser et de les interpréter en faisant usage de son raisonnement clinique. Par exemple, il lui faut se prononcer sur la normalité des manifestations qu'elle observe et ensuite sur leur gravité, afin de prendre des décisions éclairées et de déterminer la surveillance clinique à effectuer. C'est dans ce contexte d'évolution de la pratique infirmière que la note au dossier prend toute son importance. En poursuivant un but clinique de transmettre de l'information et d'assurer la coordination et la continuité des soins, l'infirmière, à travers la rédaction de ces notes au dossier, se trouve ainsi à laisser des traces qui témoignent de la qualité des soins prodigués. Il est donc essentiel que les notes au dossier
reflètent adéquatement l'évaluation réalisée par l'infirmière, en rapportant notamment les résultats de son examen clinique. De même que les constats qui découlent de cette évaluation doivent ensuite être inscrits au PTI, avec les directives infirmières qui y sont associées, lorsque ces constats nécessitent un suivi infirmier. Par contre, les notes au dossier doivent également rendre compte des interventions infirmières, des soins prodigués et de la surveillance clinique assurée par l'infirmière. En plus de dresser un portrait de l'évaluation, des interventions et du suivi clinique de l'infirmière, les notes au dossier doivent répondre à des exigences légales. Par exemple, la loi sur les services de santé et les services sociaux encadre l'accès aux dossiers de santé, autant pour l'usager lui-même, les différents intervenants de santé ou toute autre personne ou organisme. Il y est mentionné d'ailleurs que toute personne de 14 ans et plus a le droit d'accès à son dossier selon certaines conditions spécifiques ou encore que le dossier de santé doit demeurer confidentiel. On retrouve un autre exemple dans les règlements sur l'organisation et l'administration des établissements qui déterminent le contenu du dossier de santé en centre hospitalier. En ce qui concerne les aspects légaux des notes au dossier, on doit cependant porter une attention particulière à ne pas rédiger les notes uniquement par crainte de poursuites légales. Il est vrai que la loi encadre les notes au dossier, et que celles-ci peuvent servir de preuve en cas de poursuite judiciaire. Cependant, il ne faut jamais oublier que la raison première des notes au dossier vise à dresser un portrait et à assurer le suivi clinique de l'usager. Au contexte légal s'ajoutent également certains devoirs inscrits au Code de déontologie des infirmières, qui visent à encadrer la rédaction des notes au dossier pour que celles-ci s'avèrent être à la fois éthiques et de qualité. Le Code de déontologie précise à ce propos toute l'importance de la véracité et de l'exactitude des informations qui sont portées au dossier par l'infirmière. Celle-ci doit se rappeler d'ailleurs qu'elle engage sa responsabilité légale et professionnelle chaque fois qu'elle porte une inscription au dossier. Maintenant, comment est-il possible de s'assurer de la qualité des notes inscrites au dossier? Les notes au dossier doivent respecter certains critères de qualité. Ces critères leur permettent de remplir leurs fonctions et de dresser un portrait fidèle de la situation de santé et des soins prodigués. Ces principes généraux s'appliquent à la rédaction de tout type de notes, peu importe la méthode de rédaction. On retrouve 3 critères. Ainsi, les notes doivent être pertinentes, claires, complètes. La pertinence des notes au dossier est définie par le bien fondé de l'information en regard de la situation de santé. Ainsi, l'information rend compte adéquatement et avec justesse de la situation de santé ainsi que du suivi infirmier. L'information pertinente permet de justifier une décision de l'infirmière qui se traduit par un constat et duquel découlent des directives dans le plan thérapeutique infirmier. Pour que ces notes soient bien comprises de tous, l'infirmière s'assure que celles-ci sont structurées, c'est-à-dire qu'elles présentent un plan et une suite logique. Rappelons-nous que plus l'information est organisée, plus elle rend compte d'une démarche professionnelle compétente. Elle doit également être concise. Les notes doivent inclure seulement les propos essentiels. Les éléments qui se retrouvent ailleurs dans le dossier ne devraient pas être pris dans les notes pour éviter la redondance. Par exemple, les médicaments déjà inscrits sur la feuille d'administration des médicaments. Des notes claires sont également des notes qui sont précises. Il convient de rapporter les faits et les observations en termes précis. Les termes flous prêtent à confusion, comme par exemple bon, peu, souvent, très, beaucoup, semble ou apparemment. Il faut utiliser un vocabulaire scientifique reconnu qui comporte les éléments essentiels à la description des événements et ne porte pas à interprétation. Enfin, des notes sont complètes si
toutes les informations qui soutiennent, expliquent et justifient la décision de l'infirmière s'y retrouvent. Si elles comportent un contenu et sont rédigées selon une fréquence suffisante pour suivre l'évolution de santé d'une personne et dépister un changement. Si elles reflètent tous les soins et traitements prodigués par l'infirmière, pourvu que ceux-ci ne se retrouvent pas sur d'autres formulaires du dossier, et enfin, si elles permettent de reconstituer les faits à l'occasion d'accidents ou d'incidents. Voici quelques mythes auxquels seront confrontés nos étudiants dans les milieux cliniques. Il est obligatoire de rédiger une note à une fréquence prédéterminée, par exemple une note aux heures en centre hospitalier ou une note trimestrielle en CHSLD. Si un symptôme n'est pas présent, je ne dois rien écrire. Il faut rendre compte des visites médicales. Il faut noter les visites régulières des proches. Tout ce qui concerne la personne doit être rapporté. Par exemple, est assise au fauteuil lors de ma tournée, a mangé tout le contenu de son plateau ou repose au lit. Si l'infirmière auxiliaire l'a écrit, je ne suis pas obligée de l'écrire. Par exemple, si l'infirmière a écrit que je suis passée, il n'y a pas de blessure, c'est correct. Il vaut mieux en écrire trop que pas assez. Face à ces mythes, il est important de rappeler aux étudiants de toujours rédiger leur documentation en s'appuyant sur les critères de qualité que nous venons de mentionner, notamment la notion de pertinence. Dans la prochaine section, nous aborderons la nouvelle méthode de rédaction des notes au dossier qui vous est proposée. Avant d'aborder cette section, vous pouvez vous demander quelle méthode est-ce que j'utilise en ce moment? Ou encore, avec quelle méthode suis-je le plus familier? Et comment cette méthode m'aide-t-elle à structurer l'information, à m'assurer de ne rien oublier? Il existe en fait de nombreuses méthodes, et vous serez bien entendu plus familier avec certaines ou l'une d'entre elles. On peut songer notamment aux notes narratives, à la méthode SOAPI, aux notes ciblées qui utilisent l'acronyme DAR ou DIR, ou encore aux notes rédigées selon la méthode par exception. Mais comment s'y retrouver à travers toutes ces méthodes? Et surtout, comment ces méthodes peuvent-elles nous aider à produire des notes pertinentes, claires et complètes? Et comment peuvent-elles nous aider à intégrer adéquatement l'examen clinique? En fait, la profession infirmière évolue, ce qui entraîne des changements dans la pratique infirmière. Il est donc essentiel que les notes au dossier puissent refléter cette évolution. Ainsi, la méthode de rédaction des notes au dossier doit assurer une intégration efficace de l'examen clinique qui s'inscrit de plus en plus dans la pratique clinique des infirmières. D'ailleurs, le projet de formation sur l'examen clinique du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec partage cette vision de la note au dossier. La nouvelle méthode de rédaction qui vous est proposée est synthétisée dans le tableau suivant. Elle constitue en quelque sorte une évolution et une adaptation des méthodes antérieures afin de mettre de l'avant l'examen clinique qui est ainsi pleinement intégré au sein des notes infirmières. La plupart des méthodes de rédaction des notes au dossier s'inspirent d'une démarche clinique de résolution de problèmes. La démarche de soins infirmiers ou de résolution de problèmes comporte deux grandes parties, l'évaluation et l'intervention, et elle se divise en 5 étapes. La collecte des données, l'analyse et l'interprétation, la planification des soins, l'exécution des interventions et l'évaluation des résultats. Les méthodes de rédaction ciblées comme la méthode DIR incluent dans les notes au dossier certaines de ces étapes de la démarche de soins. On y retrouve les données collectées par l'infirmière, les interventions et les soins prodigués, ainsi que les résultats de ces interventions. Ces 3 étapes de la démarche de soins permettent en quelque sorte de structurer et d'organiser l'information rapportée au dossier. Mais on note cependant que les résultats de l'analyse et de l'interprétation des données ne font pas partie de la note, ainsi que la planification des soins. Ces 2 étapes, en fait, pouvaient être intégrées antérieurement dans un plan de soins élaboré par l'infirmière. Et on note également que la méthode DIR ne permet pas de structurer la rédaction des résultats de l'examen clinique. Quant à la méthode SOAPI, pour donner un autre exemple, elle s'apparente aux méthodes ciblées comme la méthode DIR. Elle ajoute cependant une distinction au niveau de la collecte des données, qui sont désormais regroupées en données subjectives et données objectives.
De plus, elle intègre les constats de l'analyse et de l'interprétation des données, ainsi que l'étape de la planification des soins. Tout comme la méthode DIR, elle n'indique pas comment doivent être structurés les résultats de l'examen clinique de l'infirmière. Tout en s'appuyant sur la démarche de soins infirmiers, la nouvelle méthode qui vous est proposée tient compte de l'évolution de la pratique infirmière à travers l'intégration du PTI et l'utilisation de plus en plus répandue de l'examen clinique. Tout comme les méthodes DIR et SOAPI, la nouvelle méthode débute par la collecte des données. Les données sont regroupées en données subjectives et objectives, selon la logique de l'examen clinique, comme nous le verrons dans les prochaines diapositives. Ainsi, les données subjectives constituent l'anamnèse et les données objectives l'examen physique. Et ces deux parties forment l'examen clinique dans la note. Les constats et directives, qui correspondent aux étapes d'analyse et d'interprétation des données et de la planification des soins, ne doivent plus être rapportés dans la note infirmière, car ils sont maintenant inscrits au PTI. La deuxième partie de la note, ainsi, après l'examen clinique, regroupe les interventions et les soins prodigués par l'infirmière, la surveillance clinique effectuée par cette dernière, ainsi que les résultats de l'évaluation. La nouvelle méthode proposée comporte donc deux grandes parties, l'examen clinique et le suivi infirmier, tout en notant que les directives et les constats doivent être rapportés au PTI et non dans la note elle-même. Les deux principales parties de la note comportent chacune des particularités et une structure qui leur est propre. L'examen clinique, qui constitue la première partie de la note, se divise en fait en trois sections. Le titre, l'anamnèse et l'examen physique, comme nous le verrons dans les diapositives suivantes. Quant à la deuxième partie, qui regroupe les interventions et la surveillance clinique ainsi que l'évaluation des résultats et des interventions, celle-ci ne comporte pas de structure particulière. Regardons maintenant de façon plus précise la structure de la note dans un contexte d'examen clinique. Le titre indique le type d'examen clinique ou d'évaluation, les contextes dans lesquels il a été réalisé, de même que le malaise dominant, si pertinent. Lorsqu'il est question du type d'examen clinique ou d'évaluation, on indique d'abord le système qui fait l'objet d'un examen clinique ou encore le besoin ou le problème qui est évalué. Selon la situation, l'examen clinique peut porter sur un ou plusieurs systèmes. En voici une liste non exhaustive. D'autres évaluations peuvent également faire l'objet du type d'examen clinique. Parfois, l'examen clinique vise à évaluer un problème, comme par exemple une chute, ou d'autres types d'évaluations comme l'évaluation nutritionnelle ou l'évaluation familiale qui peuvent être effectuées par l'infirmière. À titre d'exemple, examen clinique post-chute ou évaluation nutritionnelle en situation initiale. Lorsqu'il est question du contexte clinique, on fait référence ici au fait que l'examen clinique ou l'évaluation peut se dérouler dans diverses circonstances et les plus fréquentes sont en situation aiguë, de suivi ou initiale. En situation aiguë, c'est lorsqu'un nouveau malaise se présente, alors l'infirmière cherchera à découvrir l'origine des manifestations cliniques. L'infirmière doit alors préciser le malaise dominant ou le symptôme ou le signe qui est présent. En situation de suivi, c'est lorsque la situation est déjà connue. Ça permet de suivre l'évolution de l'état de la personne à travers la surveillance clinique ou à évaluer les résultats d'une intervention. Et enfin, la situation initiale, c'est au moment d'une première évaluation, comme lors de l'admission d'un usager en centre hospitalier ou d'une première rencontre à domicile, afin d'établir un bilan qui servira de repère pour le suivi de la personne. Après avoir identifié le titre de la note, l'étape suivante est l'anamnèse. Celle-ci permet de recueillir des renseignements sur l'histoire de santé de la personne dans différents contextes. Elle comporte des données subjectives. En situation aiguë, l'infirmière utilise l'acronyme PQRSTU
pour découvrir l'origine du malaise et structurer son anamnèse selon cette méthode. En situation de suivi ou en situation initiale, l'infirmière rapporte les données subjectives qui sont collectées lors de son entrevue. L'étape suivante consiste en l'examen physique. Celui-ci permet de recueillir des données objectives. Il comporte 4 techniques de base qui servent également à structurer la note de l'examen physique au dossier. L'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation et on y ajoute également tous les autres tests. Voici donc en résumé la structure de la note infirmière en situation aiguë. Pour rappel, le titre précise le type d'examen clinique qui a été effectué. L'anamnèse est structurée en fonction de la méthode PQRSTU pour l'entrevue. Les données de l'examen physique sont regroupées selon les techniques effectuées, qu'il s'agisse de l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation ou encore les autres tests qui peuvent être rapportés. Finalement, les interventions et les soins prodigués ainsi que la surveillance clinique effectuée sont décrits. Remarquez la structure et la manière dont la note est rapportée, l'utilisation des soulignés, l'utilisation des majuscules, qui permettent d'augmenter à la fois la clarté de la note et le repérage de l'information. La structure de la note en situation de suivi s'apparente à celle de la note en situation aiguë, à la différence que le PQRSTU n'est pas répété entièrement, puisqu'il a été effectué de manière exhaustive lors de la première évaluation du symptôme. De plus, il n'est pas nécessaire de répéter ici le malaise dominant. On retrouve ici la structure de la note en situation initiale qui s'apparente à celle de la note en situation de suivi. Finalement, d'autres types d'évaluations peuvent être effectués dans différents contextes. Par exemple, il peut s'agir d'une évaluation post-chute, d'une évaluation de l'état nutritionnel ou encore d'une évaluation de la dynamique familiale, comme il avait été mentionné précédemment. Ces autres types d'évaluations adoptent alors la même structure que celle proposée jusqu'à présent. Cependant, le titre est modifié pour indiquer clairement de quelle évaluation il s'agit. L'anamnèse présente à nouveau les données subjectives recueillies et l'examen physique, lors de ces évaluations, peut aussi être présent puisque des données objectives auront été recueillies potentiellement. Souvent, l'inspection sera présente et parfois d'autres tests également. Vous aurez remarqué que dans la méthode proposée, la note n'adopte pas un format selon un texte continu. En fait, la méthode proposée permet de mettre en évidence les différentes sections de la note et ainsi de repérer facilement l'information. C'est pourquoi, par exemple, le soulignement et les lettres majuscules sont utilisés. Il faut aussi ajouter qu'on ne doit pas compléter chacune des lignes en tirant un trait. Cette façon de faire alourdit la lecture de la note et rend difficile le repérage de l'information. De même, dans l'anamnèse, il n'est pas nécessaire de noter constamment que les informations rapportées proviennent du patient. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'utiliser les expressions suivantes pour chacune des phrases. Dit que, indique que, mentionne que, etc. Comme il s'agit d'une entrevue, on sait que ces informations constituent les réponses du patient à nos questions. On évite ainsi la redondance et on améliore la clarté de la note. Cependant, il pourrait être pertinent d'indiquer que certaines informations proviennent d'une autre source, comme les membres de la famille lorsque c'est le cas. Il est aussi possible de mettre entre parenthèses les propos du patient ou d'un proche et d'indiquer que ce sont bien ses paroles lorsqu'on veut insister sur ces dernières. Cette nouvelle méthode apporte donc avec elle un changement dans la manière de concevoir et de rédiger les notes au dossier. Finalement, notez que la date et l'heure, bien entendu, doivent être inscrits pour chacune des notes de la même manière que cela se fait actuellement. À titre d'exemple, Madame Dion présente une difficulté à respirer.
Quelles questions allez-vous lui poser? On se rappelle qu'à l'anamnèse, la structure attendue est celle du PQRSTU. Dans l'exemple de Mme Dion qui présentait une difficulté respiratoire, la première partie de la note aurait pu se lire comme suit. Examen clinique pulmonaire en situation aiguë, malaise dominant dyspnée. Dans l'anamnèse, pour le P, aucun élément rapporté pouvant avoir provoqué la dyspnée. Mesure palliative, position assise non efficace. Pour le Q, sous forme d'oppression. Impact fonctionnel, incapable de marcher au corridor et d'aller prendre ses repas à la salle à manger. Le R, bien sûr, est sans objet. Le S, ses idées sont moins claires, perte d'équilibre et perte d'appétit, anxieuse en raison de la dyspnée. Le T, début depuis 4 jours de façon constante. Et le U, mon petit-fils de 4 ans m'a rendu visite la semaine dernière et ma fille m'a dit qu'elle doit lui donner des antibiotiques depuis 2 jours pour sa fièvre et sa toux. N'a jamais vécu ce problème dans le passé. La deuxième partie de la note consiste à l'examen physique. À l'inspection, alerte et attentive, perte d'autonomie depuis 4 jours, mais aucun changement de l'état mental et du comportement depuis 7 jours. Respiration, fréquence respiratoire à 26 par minute, régulière, superficielle, thoracique, pas d'orthopnée, saturation à 90% à l'air ambiant. Aucune cyanose labiale, retour capillaire inférieur à 3 secondes, léger tirage intercostal, pas de toux ni d'expectoration durant l'examen. Pour l'auscultation, bruits bronchiques normaux, lobe inférieur droit et inférieur gauche, sibilance en face postérieure et tous les autres lobes, murmure vésiculaire anormal, temps expiratoire augmenté. Pour les interventions, médecin avisé et PTI élaboré. Voici un deuxième exemple de note en situation aiguë. Vignette clinique. Il est 14 heures. Madame Dion ne se présente pas à son activité préférée de zoothérapie. Lorsque vous allez la voir, elle vous invite à entrer dès que vous frappez à la porte. Elle est assise à son fauteuil, toujours en pyjama, et regarde la télévision. Elle explique être trop fatiguée pour faire sa toilette et s'habiller et ne veut pas rejoindre le groupe dans cet état. Elle explique avoir des quines de toux depuis 4 jours et que, malgré l'effet apaisant d'un sirop antitussif, sa toux sèche augmente en position couchée, ce qui l'empêche de dormir la nuit. Les quines de toux durent environ 15 minutes et sont plus marquées le matin au lever et en fin de journée. Elle croit que ses sécrétions nasales en sont la cause et explique que sa toux l'incommode à 8 sur 10. Madame Dion collabore bien à l'examen physique. 28 respirations thoraciques superficielles régulières par minute, pas d'orthopnée, pas de cyanose, retour capillaire normal, saturation à 93% à l'air ambiant, aucun tirage noté. Madame Dion tousse lors de l'examen et présente des expectorations verdâtres. À l'auscultation, on entend des ronchis aux bronches et des crépitants aux bases pulmonaires en face postérieure. Quelle serait votre note selon le standard attendu? Voici donc l'exemple d'une note en situation aiguë basée sur la vignette clinique précédente. Examen clinique pulmonaire en situation aiguë. Malaise dominant, toux. Anamnèse. P. Aucun élément rapporté pouvant avoir provoqué la toux, mais augmenté en position couchée. Mesure palliative, sirop antitussif non efficace. Q. Toux sèche, impact fonctionnel, incapable de faire sa toilette, de se vêtir et de participer à ses loisirs. R. Gorge sans irradiation. S. Sécrétion nasale, fatigue, sommeil altéré. T. Depuis 4 jours, 5 à 6 épisodes de toux par 24 heures, d'une durée de 15 minutes, exacerbé le matin, en soirée et la nuit.
U croit que ses sécrétions nasales en sont la cause, a déjà fait une sinusite et c'était pareil. Examen physique. Inspection. Alerte et attentive. Changement de l'autonomie sans changement de l'état mental ni du comportement au courant des 7 derniers jours. 28 respirations thoraciques superficielles régulières par minute. Pas d'orthopnée, pas de cyanose. Retour capillaire moins de 3 secondes. Saturation à 93% à l'air ambiant, aucun tirage. Tout avec expectoration verdâtre lors de l'examen. Auscultation, bruit bronchique, ronchi. Lobe inférieur droit et lobe inférieur gauche, crépitant en face postérieure, et tous les autres lobes, murmures vésiculaires normaux. Intervention, médecin avisé et PTI élaboré. Exemple 3. Note en situation de délirium. Vignette clinique. Vous êtes infirmière à l'urgence et vous prenez votre rapport interservice de 15h45. Votre patient, M. Habib, 73 ans, a été amené à l'urgence en après-midi pour lacération au coude droit suite à une chute. Votre collègue de jour vous mentionne que vous êtes chanceuse. Monsieur est très calme et il dort depuis son arrivée. Monsieur est connu pour TNCM de type Alzheimer et vit en résidence privée à l'unité codée. Son fils est présent à la civière lors de votre évaluation. Il vous mentionne que son père est connu pour faire de l'errance et, depuis une semaine, même de l'errance intrusive. Il ajoute ne pas le reconnaître. Depuis 2 jours, il est toujours dans son lit et ne mange presque pas. Il est difficile à stimuler, inattentif et sans entrain. Dans une note laissée au dossier par le personnel de la résidence lors du transfert à l'urgence, il est mentionné que depuis 2 jours, son état mental est fluctuant, qu'il a 4 à 5 épisodes par jour de façon aléatoire, d'une durée variant de 10 minutes jusqu'à 2 à 3 heures, tout au long de la journée depuis l'introduction du risperdal. Vous réalisez votre examen clinique et notez, entre autres, que M. Habib est léthargique. Par exemple, il ferme les yeux pendant la réfection du pansement et les ouvre difficilement à l'appel de son nom. De plus, il a des difficultés à suivre les consignes simples lors de la prise des médicaments. Vous suspectez un délirium et faites d'emblée le 4AT 12/12. Quelle serait votre note selon le standard attendu? Compte tenu qu'il s'agit d'un nouveau symptôme, on utilise donc la structure de la note en situation aiguë et l'anamnèse fait appel au PQRSTU pour l'évaluation. Voici donc l'exemple de note en situation de délirium basé sur la vignette clinique précédente. Examen clinique de l'état mental en situation aiguë. Malaise dominant, altération de l'état de conscience. Anamnèse. P. Changement récent de prescription. Aucune mesure palliative. Q. Léthargie. Impact fonctionnel. Diminution de la mobilité. R. Sans objet. S. S'alimente peu, apathique, hypersomnie. T. Depuis 2 jours, intermittent, 4 à 5 épisodes par jour, apparition aléatoire d'une durée de 10 minutes à jusqu'à 2 à 3 heures. U sans objet. Examen physique. Inspection. Inattention et léthargie. Changement brusque de l'autonomie, de l'état mental et du comportement par rapport à la semaine dernière. 4AT 12/12, forme hypoactive. Intervention, médecin avisé et PTI modifié. Voici maintenant un exemple de note en situation de suivi. Madame Germain, 82 ans, est suivie depuis 4 ans par l'équipe SAPA pour une insuffisance cardiaque. À votre visite hebdomadaire, elle vous mentionne accepter difficilement sa condition et être très anxieuse face à l'avenir. Elle se dit essoufflée au moindre effort, n'avoir plus d'énergie et être en tout temps fatiguée. Depuis 3 jours, avec cette toux qui se poursuit la nuit, ma vessie qui semble ne fonctionner que la nuit,
Comment voulez-vous avoir un sommeil réparateur? C'est ce qui explique que je sois si étourdi le matin. En plus, lorsque mes jambes sont si enflées, comme présentement, j'ai de la difficulté à respirer le jour, mais surtout la nuit. Je ne m'en sortirai jamais. À notre questionnaire, elle répond ne pas avoir de problème de digestion ni de douleur rétrosternale, avoir un bon appétit, pas de nausées, pas de ballonnement, ni de problème d'élimination intestinale. Lors de l'examen physique, Madame suit bien les consignes. Elle présente un essoufflement classe 3, une pression veineuse jugulaire à 6 cm à 45 degrés, la présence de toux non productive et d'orthopnée, pas de cyanose, teint rosé. On note une augmentation de poids de 3 kg depuis la semaine dernière, son poids étant passé de 60 kg à 63 kg. Chaleur et humidité symétrique aux membres inférieurs et présence d'œdème bilatéral, membre inférieur droit, profondeur 1 cm, 20 secondes de temps de résorption et circonférence de 30 cm. Membre inférieur gauche, profondeur 0,5 cm, 15 secondes de temps de résorption et 25 cm de circonférence. Signes vitaux en position assise, tension artérielle bras gauche 160 sur 90, fréquence cardiaque 92 battements par minute régulier, mesuré sur une minute. Respiration superficielle thoracique régulière à 28 par minute. Saturométrie 93% à l'air ambiant. Présence de souffle au foyer aortique et de bruit de galop B3 au foyer mitral. Quelle serait votre note selon le standard attendu? Voici donc l'exemple d'une note en situation de suivi basée sur la vignette clinique précédente. Examen clinique cardiovasculaire en situation de suivi. Anamnèse. Rapporte dyspnée le jour et la nuit, s'essouffle au moindre effort, tout le jour et la nuit, fatigue, nicturie, anxiété reliée à sa condition cardiaque. Ne rapporte pas de problème de digestion, pas de DRS, pas de nausées, pas de ballonnement, ni de problème d'élimination intestinale et dit avoir un bon appétit. Examen physique. Signes vitaux. Respiration thoracique superficielle régulière à 28 sur une minute. Fréquence cardiaque 92 battements par minute, régulière. Tension artérielle bras gauche 160 sur 90, saturométrie 93% à l'air ambiant. Inspection, alerte et attentive, essoufflement de classe 3, présence de toux non productive et d'orthopnée, pas de cyanose, teint rosé. Augmentation de poids, semaine dernière 60 kg et ce jour 63 kg. Palpation, membre inférieur, température chaude au toucher et peau sèche, symétrie au membre inférieur et présence d'œdème bilatéral. Membre inférieur droit, profondeur d'1 cm, 20 secondes de temps de résorption et circonférence de 30 cm. Membre inférieur gauche, profondeur de 0,5 cm, 15 secondes de temps de résorption et 25 cm de circonférence. Auscultation, B1, B2 normaux, B3, entendu au foyer mitral. Souffle systolique, entendu au foyer aortique. Autre test, mesure de la pression veineuse jugulaire à 45 degrés, 6 cm, anormal. Intervention, médecin avisé, PTI modifié. Avant de terminer cette présentation, il est important de préciser que le standard ou la structure qui vous a été proposée permet d'intégrer l'examen clinique au sein de la note au dossier de l'infirmière. Cependant, il y a plusieurs autres contextes que l'examen clinique qui peuvent se présenter. Par exemple, un suivi quotidien en fin de vie, ou si j'initie une ordonnance collective, ou encore si j'administre un PRN. Dans le cas de ces contextes qui ne répondent pas nécessairement ou ne nécessitent pas la structure reliée à l'examen clinique, il faut alors se référer simplement aux critères de qualité d'une note pour s'aider dans la rédaction de la note. Celle-ci doit être bien entendu complète, pertinente et claire. En conclusion, en tenant compte de l'évolution de la pratique clinique et en permettant l'intégration de l'examen clinique au sein des notes infirmières, cette présentation vise à ce que les notes au dossier reflètent la qualité de l'exercice infirmier et favorise ainsi la continuité des soins,
la sécurité des patients et la collaboration interprofessionnelle. Merci pour votre écoute.